Comment communiquer avec bienveillance au sein de sa famille? Dans cet épisode, nous allons parler de la discipline positive, de la CNV, la communication non violente, mais surtout de méthodes et d'exemples. J'espère que cet épisode vous plaira. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Bonjour Etna! Bonjour Sarah. Alors je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour un troisième épisode. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Edna Goutia, je suis formatrice en discipline positive, je suis aussi facilitatrice en psychologie positive et je suis la co-créatrice des premiers ateliers de discipline positive en ligne officiels, voilà, qui ont été validés par Jen Nelson, la créatrice de la méthode. Super, mais merci beaucoup. Alors aujourd'hui on va parler communication et plus spécifiquement avec les membres de sa famille. Mais alors avant, est-ce que tu pourrais nous faire un petit rappel sur ce que c'est la discipline positive s'il te plaît? Alors, la discipline positive, c'est une approche éducative qui se veut à la fois ferme et bienveillante. Quand on parle de la fermeté, c'est le respect du cadre, c'est le respect de la situation, c'est le respect de mes besoins en tant qu'être d'individu, donc c'est poser des limites. Et puis, la bienveillance, c'est le respect de l'autre, donc dans le cadre de la famille, de son enfant, des étapes de son développement et en mettant en place ce genre d'éducation qui est vraiment axée sur une pédagogie qui est par l'encouragement, qui va inciter l'enfant à coopérer, à donner le meilleur de lui-même. On va mettre en place tout un tas d'outils, de savoir-être pour que finalement on accompagne l'enfant pendant la période de l'enfance et puis pourquoi pas après à développer les compétences sociales, émotionnelles, civiques qui lui permettront d'être un adulte épanoui, responsable, autonome, enfin tout ce qu'on leur souhaite pour quand ils seront grands. Super. Alors, aujourd'hui, donc on parle communication, et souvent quand on parle communication, on entend parler de CNV, donc la communication non violente. Je sais que vous l'utilisez en discipline positive, est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît? Alors, on utilise la CNV, alors pas en tant que telle, mais on utilise un peu les mêmes rouages que la CNV. La CNV, je la connais, je ne suis pas formatrice en CNV. En revanche, c'est un processus qui est extrêmement puissant puisque dans la CNV, on va parler de soi, on va parler de ses propres ressentis, de ses propres besoins et de ce que l'on attendrait ou de ce que l'on souhaiterait que l'autre fasse pour respecter nos besoins. Et dans la discipline positive, on va utiliser une formulation qui dit, eh bien, quand tu fais cela, voilà ce que je ressens et j'aimerais ça. Et en fait, le fait de poser les phrases de cette façon-là, l'autre ne se sent pas agressé puisqu'on est en train de parler de ce qui nous concerne, de ce qui nous regarde, de ce que l'on ressent. Et un ressenti, en fait, il est lié à la personne. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on dit que la recherche du bonheur, en fait, elle est avant tout intérieure, puisque attendre des autres qu'ils nous rendent heureux, eh bien, c'est souvent une attente vaine et c'est comment moi je cherche ma façon d'être heureux et notamment ça passe par reconnaître ses ressentis, reconnaître ses besoins, savoir de quoi on a besoin pour se sentir bien et de le communiquer à l'autre. Hmm. Alors c'est super clair. Alors je sais que par contre, moi je suis en train de lire le livre de Marshall Rosenberg justement sur l'initiation à la communication non violente. Et c'est vrai qu'en le lisant, on apprend plein de choses. On se dit mais c'est super, ça nous ouvre un petit peu les yeux sur plein de choses. Par contre, je me dis au quotidien, c'est pas forcément très facile à mettre en place. Et du coup, je voudrais voir avec toi concrètement comment on peut faire pour communiquer avec bienveillance. Est-ce que tu as des astuces un petit peu à nous donner pour y arriver au quotidien? Alors, communiquer avec bienveillance, ça nécessite d'être calme
et d'être posé. À partir du moment où on est au cœur de la crise, qu'on est, blessé, touché, que nos émotions débordent, en fait, c'est difficile de parler avec bienveillance parce que ça nécessite à la fois de prendre du recul, ça nécessite de réfléchir un petit peu. Et je me souviens de Marshall Rosenberg dans une vidéo qui racontait, ses débuts, de la CNV où il y avait son fils qui venait un petit peu le titiller et il lui dit, «Alors attends, je réfléchis comment je vais te dire les choses», et puis son fils qui s'impatientait un petit peu et en gros, il lui disait: «Écoute, soit je te dis non tout de suite, soit tu attends et je réfléchis pour te dire les choses». Donc c'est un mécanisme effectivement qui est, plein de bon sens, Ouais. mais qui n'est pas forcément naturel. Donc ça s'entraîne, c'est comme un muscle. On va apprendre à, développer, utiliser ces outils-là. Et donc, pour communiquer avec bienveillance, la première chose, c'est de ne pas vouloir répondre ou réagir à chaud. Parce que quand on est énervé, quand on est fâché, quand on a des émotions qui débordent, en fait, notre capacité à être bienveillant est bien, bien entamée. C'est-à-dire que, et ça se passe au niveau cérébral, en fait, notre cerveau, il se met en mode survie, et c'est des réflexes archaïques et notre cerveau reptilien qui prend les commandes et qui va nous amener à avoir des réactions plutôt de type d'agressivité, de défense, de fuite ou alors la sidération où voilà, là on a atteint, mais c'est l'attaque, la fuite ou la sidération, ce sont les réflexes archaïques en cas de stress. Et donc, ça veut dire aussi que quand on est dans cet état-là, quand on est en état de stress, alors on ne peut pas avoir, c'est très difficile d'avoir une communication bienveillante et d'être bienveillant avec l'autre. Donc l'idée, c'est de se calmer, d'utiliser ce qu'on appelle un temps de pause en Ouais. discipline positive pour se redonner la capacité à être dans une écoute empathique, être dans une bienveillance, se mettre à la place de l'enfant, chercher des solutions aussi. Parce que quand on est au cœur de la crise, en fait, il y a pas, c'est très difficile de prendre du recul et de trouver des solutions et de revenir sur une situation conflictuelle, on va dire, ou les conflictuels. Alors après, c'est un conflit interne aussi, hein. Si on est très triste, si on est blessé, si on est c'est les émotions débordent. Alors il faut attendre que ça se calme. Une émotion en général, c'est comme une vague, quoi. Elle va monter, il va y avoir un pic d'émotion et puis, va falloir attendre que ça se calme pour pouvoir, accéder un petit peu aux fonctions supérieures de notre cerveau qui vont pour nous permettre d'avoir, cet échange bienveillant, et empathique avec l'autre. Donc ça, c'est le premier conseil. Ouais, du coup, en fait, c'est le fait d'être vraiment calme et posé pour pouvoir avoir justement le temps de réfléchir et enfin, de répondre le mieux possible. Et en même temps, du coup, d'utiliser peut-être des outils qu'on a vus précédemment, justement, qu'on peut utiliser à ce moment-là. Un peu la phrase que tu as pu donner déjà tout à l'heure. Alors, du coup, pour donner vraiment un exemple concret, souvent ce qui peut se passer, où là on peut un peu perdre le contrôle, c'est face à un manque de respect. Alors comment on peut réagir face à un manque de respect, c'est-à-dire que peut-être l'ado est énervé, je sais pas, il s'est passé quelque chose un petit peu dans la journée et puis à un moment donné ça explose complètement, le parent voit ça comme un manque de respect et du coup bah comment tu fais là pour prendre ton temps de pause et respirer et essayer de gérer ça le mieux possible? Alors, le manque de respect, c'est ce qu'on va pouvoir qualifier, nous, de comportement inapproprié. Ça veut dire que l'enfant, n'a pas développé une compétence qu'on attend de lui, c'est-à-dire de respecter l'autre. Et si on veut lui apprendre à respecter l'autre, on va, lui apprendre déjà à se respecter soi et en lui disant: «Écoute, moi en tout cas, c'est quand tu me parles sur ce ton-là ou quand tu utilises ces mots-là, en fait, j'ai pas envie de parler avec toi, donc je vais et ça m'agace, ça m'énerve, ça peut me mettre très en colère et quand on sera calmés tous les 2, on reviendra sur cet incident». Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on peut dire à l'enfant, donc sortir du conflit, ça veut pas dire qu'on tourne le dos et qu'on le laisse nous parler comme ça. On pose les choses en disant: «Écoute, là, en fait, si je te réponds, je vais te rentrer dedans». On peut lui dire, hein. Et j'ai pas envie que ça se passe comme ça, parce que c'est pas le type de relation que j'ai envie de construire avec toi. Réfléchis à ce que tu viens de faire. Moi, je vais aller me calmer et puis on en reparlera.
Et c'est important de revenir et en reparler, mais lui dire: «Ah bah, quand tu t'adresses à moi, en fait, j'ai pas envie de sur ce ton-là ou de cette façon-là, en fait, non merci» et quitter la zone, de conflit. Ou, simplement lui dire: «Quand tu sauras me parler différemment, comment tu pourrais me le dire sur un autre ton ou d'une autre, manière?» Ouais, du coup, en fait, c'est vraiment le fait d'être sincère, en fait, de dire les choses en disant: «Bah, écoute, là, ça se passe comme ça, donc finalement, on va pas discuter maintenant. Réfléchis de ton côté, je me calme de mon côté, puis on reviendra, ensuite en discuter». Du coup, le fait, en fait, de réagir comme ça lui montre, en fait, à l'ado ou à l'enfant, que du coup, il a pas utilisé les bons mots, qu'il a pas eu la bonne réaction et déjà, ça lui apprendre quelque chose. Oui, c'est d'apprendre à se ré à alors on va lui apprendre aussi qu'il peut pas nous s'adresser à nous sur ce ton-là parce que c'est pas OK. Et puis en le traitant avec respect, parce que si je lui rentre dedans de la même façon qu'il est en train de me rentrer dedans, je vais en fait surenchérir, Ouais. sur l'agressivité et je vais pas être modèle de la compétence que j'essaye de lui transmettre. En étant modèle de la compétence qu'on veut transmettre, en fait, c'est le meilleur vecteur d'apprentissage. Donc, je me respecte moi, ou je peux lui dire, «En fait, quand tu me parles comme ça, c'est pas OK. Comment est-ce que tu peux me le dire différemment?» On peut simplement lui dire ça et rester calme et toujours garder en tête aussi cette chose-là, c'est que nos enfants, même ados qu'ils ont l'air tout grands et qu'ils c'est assez un petit peu, on les voit grands, on se dit mais comment ils peuvent pas penser ou on croit qu'il y a un certain nombre de choses qui sont acquises et en fait c'est pas le cas. Bien se dire que nos enfants sont en cours d'apprentissage encore Ouais. et que les compétences sociales et émotionnelles, elles prennent du temps. Donc, quand il me parle comme ça, en fait, il lui manque quelque chose, c'est le respect de l'autre. Mais la seule façon que j'ai de lui apprendre à me respecter, c'est me respecter moi, le respecter lui et simplement lui disant: «Non, c'est pas OK». Mmh. Est-ce que du coup, au moment où on retourne le voir parce que on s'est calmé, c'est intéressant de voir avec lui comment il peut reformuler du coup ce qui s'est passé et justement s'il n'y arrive pas, de l'aider à tourner, enfin à trouver la bonne phrase, les bons mots, comment pour lui montrer comment il aurait pu aussi, s'exprimer et rentrer en communication avec, son père ou sa mère? Alors, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser, pour résoudre ça. Effectivement, une fois qu'on est calmé et au-delà de tout le moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'au-delà de tous les outils qu'on va pouvoir utiliser ou mettre en œuvre, il y a l'intention du parent qui va primer. C'est-à-dire que si mon intention, elle est de l'aider à grandir, de sortir de la situation en étant gagnant-gagnant, en étant respectueux l'un de l'autre et en lui transmettant mon amour inconditionnel, alors les choses se passent mieux. Alors que si je suis dans un état d'esprit où je vais dire: «Je vais lui apprendre qui est le chef, je vais lui montrer qu'il ne peut pas parler comme ça, qu'il y a un manque de respect» et cetera, en fait, hem, l'intention va primer sur tous les messages qu'on va pouvoir, essayer de lui transmettre. On parle de connecter avec le cœur avant de connecter à la tête. Connexion avant correction. C'est-à-dire que, l'intention qu'on va y mettre en lui disant: «Écoute, quand on se parle comme ça, en fait, moi, ce serait comme ça que j'aurais tendance à faire. Quand on se parle comme ça, quand on a des mots qui sont durs, quand oui, on se parle mal, c'est désagréable. J'imagine que tu es pas dans un état où tu te sens bien et moi, c'est pas agréable pour moi non plus. Donc j'aimerais qu'on puisse reparler de ça, que tu me dises comment tu vois les choses de façon calme et qu'on puisse trouver une solution d'arranger ce qui te dérange ou ce qui pose problème de façon respectueuse. Et on va l'amener à réfléchir à des solutions gagnant-gagnant qui nous conviennent et qui lui conviennent aussi. Mmh. Et quand on trouve une solution gagnant-gagnant et on parlait de passer un accord dans un autre podcast, enfin dans un autre épisode du podcast, trouver des solutions gagnant-gagnant, des fois, ils vont pouvoir nous proposer des choses qui on se dit: «Bah, oui, pourquoi pas, on peut essayer» et du coup, on va essayer de mettre en place une solution que l'enfant propose et puis on refera le point une semaine, un mois après, voir si ça marche, si c'est OK
Et on peut aussi décider de ce qu'on va faire, plutôt que d'essayer de forcer un enfant à nous parler bien, parce qu'on ne peut pas le forcer, il pourra toujours dire ce qu'il veut. Et bien, lui dire: «Bah, quand tu t'adresseras à moi sur ce ton-là, je ne te répondrai pas ou ce sera tu n'auras aucune réponse de ma part». Et donc décider de ce que je fais dans cette situation-là, plutôt que d'essayer de le forcer à faire quelque chose. OK. Ah oui, c'est hyper C'est intéressant, je trouve, intéressant. justement, d'avoir ton point de vue là-dessus et de voir ce qui est possible de faire ou pas. Par contre, je pense que c'est vraiment un entraînement, je pense, du quotidien parce qu'il faut rester calme. Donc là, ça doit être des bonnes doses de méditation à faire. Mais oui, en fait, c'est vraiment aussi bah, d'être... ouais, c'est de montrer l'exemple, en fait. De montrer l'exemple et d'arriver à rester calme et d'être maître un peu des réactions qu'on a envie en fait de montrer aussi à son ado et en réfléchissant, en se disant que la façon dont on va réagir, c'est une façon aussi de l'éduquer face à certaines situations. Donc finalement, c'est gagnant-gagnant de rester calme. Et d'avoir une discussion, avec, l'ado quand on s'est calmé, on peut avoir une discussion avec l'ado. «OK, on revient sur cette situation-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as vécu les choses? Dis-moi, qu'est-ce qui a fait que tu es» et puis peut-être qu'on va se rendre compte qu'en fait, effectivement, il avait une dure journée au lycée ce jour-là, il Ouais. s'était pris la tête avec ses potes et cetera, et qu'en fait, il était arrivé énervé. Et ne pas prendre les choses personnellement, c'est important aussi parce que nos ados, vivent beaucoup de choses, ils mettent beaucoup d'énergie, dans leurs relations sociales, dans la façon dont ils vont interagir avec les autres. Il peut se passer des choses dont on n'est pas au courant, et c'est pas parce qu'il nous rentre dedans qu'en fait, c'est à nous qu'il en veut. Ouais. Alors oui, le parent, ça peut être un vecteur. En fait, si le parent est bienveillant, l'enfant se sent en sécurité. Si l'enfant n'a pas peur de son parent, parce qu'il y a l'éducation par la peur et la terreur, et puis, quand on a envie d'être un parent, bienveillant, alors l'enfant, est assuré d'avoir l'amour de son parent et donc n'a pas peur de son parent, et il peut arriver qu'en fait, il se lâche avec nous qui sommes des figures d'attachement, ou à qui il sait qu'il peut dire des choses, en fait, quelque part, on lui pardonnera et on l'aimera toujours. Ouais. Ouais, c'est vraiment intéressant de voir ça et en plus, ce que tu as dit par rapport aux ados en disant quand ils sont énervés contre nous, faut pas le prendre personnellement, ça marche pour n'importe qui finalement. Pas Oui. forcément pour les ados, quand vraiment, je sais pas, t'es dans une réunion ou dans la rue ou peu importe, quelqu'un arrive, ça peut être un ami, n'importe qui d'autre, qui arrive, qui est hyper énervé et qui va te crier dessus, bah en fait c'est pas forcément toi le problème et c'est pas forcément qu'il est énervé contre toi, mais plus finalement que bah il s'est passé un truc pour lui ça va pas et du coup il te le retransmet un petit peu comme ça et je trouve que déjà quand tu prends conscience de ça, déjà tu vois les choses différemment parce que quand justement quelqu'un s'énerve ou qu'il se passe quelque chose comme ça, t'arrives plus facilement déjà à te détacher en te disant c'est pas contre moi et cette personne ne va pas bien finalement. Et je pense que ça te permet aussi de décompresser un petit peu et de prendre déjà un petit peu de recul, de pas s'énerver, de pas réagir à chaud et plus de laisser la personne peut-être vider son sac et après de lui dire bon, est-ce que ça va aujourd'hui? Ça, exactement, c'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui est un peu mal luné, que ce soit ton ado ou quelqu'un d'autre, tu peux lui dire: «Bah, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» Et puis, parfois, on peut se tromper, c'est-à-dire qu'on va dire à notre ado là, qui est un peu ronchon: «Bah, qu'est-ce qui se passe?» Et puis il nous regarde comme ça: «Quoi? Bah, non, rien». Et puis, et on se trompe, mais en tout cas, «Ah bah non, parce que j'ai l'impression que tu es un petit peu, renfrogné, que ça va pas, mais peut-être que je me trompe, il y a pas de souci». Et en fait, il voit qu'on est à l'écoute de ses émotions, il voit qu'on est, aussi, dans l'attention. Je pense que c'est important de justement aider aussi nos ados à poser des mots sur ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont, et de les aider à avancer aussi. Et peut-être que petit à petit, si on lui dit, s'il sent cette bienveillance, s'il sent qu'on a cette intention qui est positive de l'aider, de l'amener à nous parler davantage et à nous dire ce qui va pas, parce qu'il va pas se sentir jugé, parce que, et puis quelque chose qui est important aussi, souvent en tant que parent,
on va, quand nos enfants nous racontent quelque chose et nos ados nous racontent peut-être des interactions qu'il peut y avoir entre ses amis et lui, on est tenté parfois de lui donner des conseils, de lui dire, «Oh mais, non, mais laisse tomber» ou «Fais ci», ou lui dire ce qu'il devrait faire. Et l'ado, en fait, des fois, nous raconte des choses sans qu'il ait envie qu'on lui dise ce qu'il a à faire ou des conseils. Donc c'est toujours intéressant de dire à l'ado, avant de lui donner un conseil, de lui demander, hem: «Est-ce que tu veux que je te dise ce que j'en pense?» Ça, c'est une phrase qui est un peu magique avec les ados parce que ça les remet en ça les remet en pouvoir, en fait, de décider, de continuer à nous parler. En général, si on a de bonnes relations avec son ado, finalement, il va être ouvert à la discussion et à échanger avec nous et puis, bah, ça le met pleinement, en fait, en capacité d'évaluer, ce qu'il a envie d'entendre, ce qu'il a pas envie d'entendre et c'est ça, l'adolescence, on est quand même dans ce processus-là où l'enfant prend son envol, où le parent n'est plus, en fait, c'est plus l'enfant du parent, mais c'est un enfant qui est en devenir d'adulte. Il est en train de prendre son émancipation là, un jour, il va sortir du nid familial et l'idée, c'est vraiment de l'amener à être autonome dans la gestion de ses émotions, dans les prises de décision et que tant qu'il est avec nous à la maison, bien finalement, on a un rôle dont on appelle ça le rôle du copilote avec l'ado, où c'est lui qui est le pilote de sa vie, c'est sa vie, elle lui appartient et nous, eh bien, on est en copilote, peut-être pour lui donner notre avis. Bah, peut-être tu devrais passer un peu plus à gauche, peut-être tu devrais faire ça, mais toujours le laisser en fait décider ce qui est bon pour lui dans sa vie, en lui donnant notre avis, bien sûr, en évitant s'il se met en danger, parce qu'il n'est pas, il est pas toujours aussi responsable qu'on le voudrait. Donc, on est aussi là pour poser des limites. C'est important, Mmh. mais de façon ferme et bienveillante. Toujours. Maintenant, j'ai envie de te poser une autre question. Pourquoi c'est plus compliqué de communiquer avec un membre de sa famille que avec un ami, par exemple? Alors, il y a plusieurs choses. Avec un membre de sa famille, il y a bien sûr, il y a l'affect, il y a l'histoire, l'historique de la relation. Si on parle de la relation parent-enfant, il y a un moment donné aussi, il faut se rendre à l'évidence que l'enfant grandit et que peut-être il faut rééquilibrer la relation. Quand la discussion dérape, on va dire, quand il y a des sorties de route, c'est qu'il y a quelque chose au fond de nous qui a été touché et qui nous a mis sous stress. Quand il y a l'émotion, et l'affect qui est bien présent, peut-être plus présent avec un membre de notre famille que quelqu'un, même si on a des amis très proches, en fait, ça va nous toucher davantage. Maintenant pour les amis très proches eh bien, on a tendance aussi à, un peu comme ce que je disais par rapport à l'ado vis-à-vis de son parent, peut-être on va mettre plus de gants pour dire les choses à certains amis, là où on ne prend pas de gants avec nos enfants ou avec un autre membre de la famille. Mmh. Pour autant, on a le droit de faire des sorties de route parce qu'on est humain, parce que nos émotions, dans les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs. Il y a aussi cette notion d'acceptation en fonction de l'état émotionnel dans lequel on est. Il y a des jours où on va accepter, où on va être plus patient que d'autres. Et puis, c'est aussi se dire, en fait, même si on fait des sorties de route dans notre communication ou dans la façon dont on va parler, ben, on va pouvoir utiliser un autre outil qu'on appelle les 3 R de la réparation. C'est-à-dire le premier R, c'est reconnaître, reconnaître sa part de responsabilité dans, la situation. Je reconnais, je me suis énervée, mes mots ont dépassé ma pensée, c'est allé trop loin. On va reconnaître la situation. Deuxième R, c'est réconcilier, c'est expliquer à l'enfant, à la personne, en fait, je regrette que ça se passe comme ça parce que c'est pas la relation que j'ai envie d'avoir avec toi, c'est pas la façon dont j'ai envie, que nos relations se passent et donc s'excuser tout simplement. Souvent on demande à nos enfants de s'excuser quand ils ont eu un comportement qui était pas approprié, et bien soyons aussi modèles de ça. Quand on se rend compte que c'est allé trop loin. Souvent, moi, j'entends des parents qui disent: «Oh là là, je m'énerve et tout et après je m'en veux». Bah, en fait, il faut partager ça. C'est pas un aveu de faiblesse, en fait, de s'excuser. C'est aussi leur apprendre à reconnaître ses erreurs et à dire: «Je suis désolée que ça se soit passé comme ça». Mmh. Par contre, le troisième R, c'est résoudre. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, je me suis énervée, OK. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est pas acceptable.
je suis sortie de mes gonds parce que tu m'as mal parlé et donc je pourrais si tu me parles encore mal, il risque de se passer la même chose. Donc comment on fait pour que on puisse avoir une discussion sans se rentrer dedans? Comment est-ce qu'on fait pour que les choses se passent différemment la prochaine fois? Et là, on voit bien comment on met en œuvre cette fermeté et cette bienveillance. C'est-à-dire que la bienveillance, elle est là: «OK, je reconnais mes erreurs, c'est pas comme ça que j'ai envie qu'on soit, l'un avec l'autre» et en même temps, ça peut pas continuer, en fait. Ouais. Et là, je pose le cadre. Je fais preuve de fermeté. Mmh. Ouais, c'est Voilà. hyper intéressant cette méthode des 3 R du coup, parce que effectivement c'est quand même des étapes importantes dans une résolution de conflit. Et du coup, si on suit un petit peu cette méthode, bah il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Il y a pas de raison que ça fonctionne pas, d'autant plus si elle est utilisée avec cette intention-là de réparer, ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'on est humain, on a, voilà, on a des moments où on se sent mieux que d'autres, quand, notre cerveau reptilien prend le dessus, ben, on va pouvoir être peut-être dans cette agressivité ou envoyer balader la personne qui est en face de nous, mais c'est bien lié à notre état émotionnel personnel. Et on retourne la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire ne pas prendre les choses personnellement quand on nous rentre dedans, mais aussi, faire preuve de responsabilité quand, on va peut-être mal parler à quelqu'un, et c'est vrai que souvent s'installe avec, à l'adolescence, il peut s'installer un peu quelque chose de lancinant où petit à petit, c'est ça voilà, ils exagèrent et petit à petit, à un moment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mmh. Bah, si le vase a débordé, on va attendre de se calmer, d'avoir, fait notre temps de pause, d'être, redescendu et on va poser les choses. Mmh. Mais quoi qu'il arrive, il y a des solutions. Il arrive, il y a des solutions. Du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. Alors, as-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Bah, le message, je l'ai passé. Bien sûr, être équipé, ça aide. Donc, c'est pour ça que moi, quand j'ai découvert la discipline positive, ça a été vraiment une révolution dans ma vie. Alors, ça demande du temps, hein, à mettre en place. C'est comme apprendre une nouvelle langue. C'est un nouveau langage. On voit, il y a un petit peu des formulations, des choses comme ça qu'on met en place. C'est une façon d'être à l'autre. Donc ça aussi, ça prend du temps parce que les habitudes, même les mauvaises ont la peau dure, surtout les mauvaises peut-être, je sais pas. Et puis, bah, au-delà de tous les outils et de tout ce qu'on peut, apprendre ou faire, vraiment, c'est l'intention qui est à primer. Mmh. Donc être, habité des meilleures intentions et surtout, bien sûr à l'égard de notre enfant, ça va être, essentiel et développer aussi vraiment son empathie et se reconnecter à l'enfant qu'on a été nous. OK, si mon parent, il me parlait sur le même ton que je suis en train de parler à mon enfant, comment j'aurais réagi? Ouais. Peut-être que, la réaction de mon enfant, en fait, elle est tout à fait naturelle et ça ne veut pas dire qu'on doit être le pote de son enfant, ça ne veut pas dire qu'il faut être, que bienveillant parce que c'est encore une fois, c'est moi, c'est en cela que la discipline positive m'a beaucoup apporté, c'est que c'est cette conjugaison de la fermeté et de la bienveillance. Parce que l'enfant, il a besoin d'un cadre. Oui, parce que souvent, quand on parle de discipline positive, on entend beaucoup de choses justement où les personnes sont là, oui, mais il faut être bienveillant, mais du coup, il n'y a pas de cadre, mais comment on fait en fait pour allier les deux? Et finalement, bah, du coup, toi, tu as la possibilité justement de proposer des méthodes, des outils en expliquant que c'est pas que de la bienveillance ou c'est pas que le cadre, mais c'est vraiment l'alliance des deux qui fait que ça fonctionne bien aussi et ça permet aussi que chacun ait sa juste place et puisse bah, communiquer le mieux possible avec chaque membre de la famille finalement. C'est un petit peu ça. Tout à fait et juste pour terminer sur cette notion de fermeté et de bienveillance, c'est, si on n'est que bienveillant, en fait, on va tomber dans le laxisme. Si on n'est que ferme, on tombe dans l'autoritarisme et donc c'est trouver cet équilibre-là et ce respect mutuel, même si on n'a pas les mêmes responsabilités, être dans une notion de respect mutuel et d'égalité sociale. Hmm. C'est ça qui est important.
Du coup, faut beaucoup travailler. Faut beaucoup travailler, faut avoir de la patience et assimiler les informations au fur et à mesure. Parce que ce que tu disais, effectivement, il y a plein de formulations à apprendre. Et quand on lit, du coup, justement, ce livre de Marshall Rosenberg, au début, on se dit, mais comment on va arriver à placer cette phrase comme ça? Enfin, c'est hyper bizarre et c'est vraiment le fait d'apprendre un nouveau langage, un nouveau mécanisme, un nouveau fonctionnement. Et ça prend du temps, hein, forcément, comme toute chose, mais c'est bien parce que finalement on évolue aussi tout le long de sa vie et avec aussi la relation avec son enfant au fur et à mesure, donc c'est super, mais voilà, faut être patient. Pour finir, du coup, comment pouvons-nous te contacter et est-ce que tu es présente sur les réseaux? Alors oui, c'est très facile de me contacter, de me retrouver sur les réseaux sociaux puisque je suis sur Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai mon blog qui s'appelle La Famille Positive, donc tout attaché, lafamillepositive.com. Et puis j'ai aussi une chaîne YouTube. J'ai voilà tout plein d'endroits. On arrive à me retrouver. Donc Edna Guccia, c'est assez facile de me retrouver avec La Famille Positive. Super, alors dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description, comme ça vous aurez toutes les informations et vous pouvez retrouver Edna très facilement. Et je crois que tu m'as parlé d'une petite fiche qui pouvait être téléchargeable sur l'outil de la CNV justement, qu'on va pouvoir mettre à disposition et que vous allez pouvoir télécharger justement. Et je vous mettrai également les 2 liens des 2 épisodes où Edna a parlé de passer un accord avec son ado et de faire le suivi et le temps d'échange en famille qui est très intéressant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis vraiment ravie. Toujours un plaisir en fait de faire des épisodes avec toi et d'apprendre plein de choses sur la discipline positive. Merci beaucoup. Merci à toi, Sarah. C'est un plaisir qui est partagé. Et du coup, on peut se dire à bientôt pour un prochain épisode. Complètement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!